il y a plein de gens qui sont jaloux aussi de ça. Vous écrivez si rien. on pouvait être comme ça. Rien ni personne ne pourra m'en détourner, et surtout pas les cracheurs de fiel qui m'ont insulté, humilié, avili, pour la seule raison que je tente depuis bientôt 40 ans de distraire le peuple d'où je viens. Ils m'en ont mis des couches. Si je te sors tout ce qu'ils ont écrit sur moi, tout... parce qu'attends, il y a un problème, c'est que moi je suis corrézien. Il y a des fois j'aimerais être juif, arabe, noir, pour avoir une communauté derrière moi qui me défend. Moi, on peut tout me dire. Et on m'a tout dit. Que j'étais un gros porc, qu'il fallait me finir au lance-flammes. Imagine si on dit ça à une minorité. Mais les mecs vont monter au créneau, on plainte. Et moi, on peut tout me dire. Et depuis des années. Mais c'est pas grave. Très bien, parce que vous y allez aussi au lance-flammes. Quand vous avez quelqu'un dans le pif, vous y allez aussi franco. Il y a des fois, j'aimerais être juif, arabe, noir, pour avoir une communauté derrière moi qui me défend. Entre Michel Drucker et Tours, c'est une longue et tendre histoire. Elle remonte aux années 30. Son père Abraham était étudiant à la faculté de médecine de Tours. Le retour sur son passé l'a replongé dans les souvenirs, parfois douloureux. Mais l'exercice de la confidence et de l'intime est souvent difficile. Quand on écrit un livre de mémoire, j'ai commencé par qu'est-ce qu'on va faire de Tours il y a 3 ans et maintenant rappelle-moi. Mais évidemment, on parle de soi, on parle de sa famille. Le problème c'est comment en parler. Donc comme je n'étais pas sûr de moi et que je ne suis pas un écrivain naturel, j'ai demandé à Jean-François Kerveillant, un ami à moi, de m'aider, de me guider. Car je voulais surtout rester dans la pudeur, dans la discrétion la plus totale, ce qui n'est pas facile quand on parle de son frère, quand on parle d'un autre frère, quand on parle de ses parents. Mais si on écrit un livre sur soi, il faut dire des choses, sinon ça n'a pas d'intérêt. Und die Sonne und sagt, der Tag glühend heiß, ohne Eis kam die Nacht. Bestaunt sind die Gesichter, doch nur nicht unser Sinn, ja unser Sinn. Es braust unser Panzer im Sturm. Vous trouvez ça normal que je n'arrête pas de parler tout seul alors que j'ai avec moi, là, derrière moi, les meilleurs snipers de l'info? Une vraie révolutionnaire, ça se lit sur son front, Clémentine Autain. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, des violences ont bien eu lieu dans le monde musulman et la France était visée. Clémentine Autain. Alors arrêtez de dire que c'est les musulmans. Oui, ça me paraît important qu'on dise un mot ce soir du discours de l'extrême droite. On faisait remarquer, on peut le remarquer souvent, on voit bien que ça avance en réalité. Vous trouvez ça normal? Clémentine Autain est votre invité, Pascal Clark. Clémentine Autain qui fait partie du comité de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Clémentine Bonjour. Autain. J'ai souvent les mêmes idées que Tariq Ramadan sur le fond. Je l'ai reçu. Je trouve que ce qu'il dit est souvent marqué du sceau du bon sens. Non, je ne suis pas contrairement à un certain nombre des gens avec qui on m'associe en disant une bande de réac et tout. Sur la question de l'islam, j'ai des positions très très différentes d'eux. Quel faux cul! Quel faux cul! Là où je suis d'accord aussi, c'est que je pense, et on n'est pas obligé pour ça d'en passer par des quotas, on n'est pas obligé d'en passer par est-ce que vous êtes de droite ou de gauche pour avoir le droit de rentrer dans une rédaction. Je pense qu'il faut assurer sur toutes les antennes, et notamment du service public, parce qu'effectivement on est payé par la redevance, donc on est au service du public. Il faut une pluralité des opinions, ça c'est important. Encore une fois, pardon, mais nous c'est ce qu'on fait sur l'antenne de France Inter. Il y a des gens, que ce soit dans les programmes d'ailleurs, ou pour l'information, des gens qui... Quand on les entend, on se dit qu'ils sont quand même plutôt à l'extrême gauche,
voilà. Et d'autres, quand on les entend, il n'y a pas de gens d'extrême droite, parce qu'effectivement, on estime que là, il y a peut-être des limites à ne pas franchir, mais il y a des gens, quand on les entend, on sait très bien, encore une fois, d'où ils parlent. Limite à ne pas franchir l'extrême droite, donc ça, c'est quand même, oui, une limite. L'extrême droite, oui, en tout cas, il y a des propos qu'on n'a pas envie d'entendre sur cette antenne. Nous sommes d'extrême droite. Pour ceux qui nous qualifient, nous sommes déjà d'extrême droite. Moi, je ne qualifie pas d'extrême droite. William Goldnadel, bonjour. Vous êtes l'avocat de Fabrice Lequintrec. Alors, je rappelle en 2 mots pour les gens, quand même, cette affaire. Fabrice Lequintrec, on est en août 1998, il présente la revue de presse, c'est un exercice qu'on connaît tous à la radio, et il cite un certain nombre de journaux. Il citera ce jour-là Rouge, Charlie Hebdo, mais il a le malheur de citer Présent. Et à partir de là, c'est une suite de catastrophes. Citer Présent, un journal d'extrême droite dans une revue de presse de service public, c'est donc un crime, c'est ce qui se passait. Ah mais c'est un crime impardonnable. Il cite Présent, mais à propos d'un passage anodin. On ne lui reproche absolument pas la phrase citée. Présent est vendu de manière totalement légale dans les kiosques. Eh bien, du jour au lendemain, il est débarqué. Du jour au lendemain, il n'existe plus à France Inter. Nous gagnons tous les procès en diffamation parce que la presse, qui en principe monte sur les barricades dès l'instant où on touche à un journaliste bien pensant, s'entend, là est totalement muette quand elle n'écrase pas davantage encore Lequintrec. On gagne tous les procès en diffamation et le tribunal de Paris taxe les journalistes de conformisme parisien. Rien n'y fait, on gagne les affaires prud'homales à l'égard de France Inter, mais il n'est repris que des années plus tard, uniquement sur Radio Bleu. C'est-à-dire que c'est la mort civile pour avoir osé transgresser une règle non écrite, mais qui est intangible. On a le droit de citer la presse d'extrême gauche, il est défendu de citer la presse d'extrême droite. Or, c'est quoi le but d'une revue de presse? Moi, le lecteur attentif que je suis, j'adore pouvoir entendre justement ce que la presse que je ne veux pas acheter me dit. Ça me permet gratuitement de savoir ce que l'adversaire pense. Eh bien là, ça n'est pas possible. Je pense qu'il faut assurer sur toutes les antennes, et notamment du service public, parce qu'effectivement on est payé par la redevance, donc on est au service du public. Il faut une pluralité des opinions, ça c'est important. Car je suis sûr qu'on ne prend pas mais j'en suis certain, quelque chose ne tourne pas bon, car je suis sûr qu'on ne prend pas mais j'en suis certain. Votre invitée est vice-présidente du Conseil général des Hauts-de-Seine. Oui, le 9-2, département le plus riche de France. Bonjour Isabelle Balkany. Madame Clark, je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas le département le plus riche de France. Après Paris, si. Pas du tout. Il y a les Bouches-du-Rhône. Nous avons un budget d'1,7 milliard, par exemple. Les Bouches-du-Rhône. Enfin, vous n'êtes pas dans le besoin. Non, mais les Bouches-du-Rhône et le Nord ont des budgets beaucoup plus importants que nous. Bonjour. C'est dégueulasse. Il y a quand même des combats qui se poursuivent à la frontière avec la Libye. Combien de Libyens la Tunisie a-t-elle accueilli ? Jusqu'à aujourd'hui, je crois que nous avons accueilli à peu près 150 000 Libyens sur les 320 000 étrangers. Et vous ne les empêchez pas d'entrer Pas du tout. Parce que c'est ce qu'on fait ici en France pour les Tunisiens qui ont pourtant un visa temporaire accordé par l'Italie. Oui, mais quand même, madame, c'est pas le même cas. Les Libyens, ils fuient des bombardements, ils fuient un massacre organisé. Les Tunisiens qui viennent ici, ils sont partis de leur pays au lendemain de le recouvrement de la liberté à la recherche d'un Eldorado. Eux-mêmes ont été trompés, c'est le miroir aux alouettes. Trompés par qui? Par les passeurs qui sont sur place en Tunisie, qui leur volent leur argent et qui leur promettent monts et merveilles, ce qui n'est pas le cas. C'est dégueulasse. J'avais dit à France 2, je ne
discuterai pas avec quelqu'un qui m'insulte. D'ailleurs, je suis étonné que la féministe que vous êtes ne soit pas scandalisée par les propos qui ont été tenus par M. Mélenchon contre moi tout au long de cette campagne. Chaque chose je suis quand même en assez son temps, on y étonné arrive. de cela, parce que j'entends beaucoup les féministes défendre les femmes, mais C'est un manifestement gros on mot défend que les féministe femmes, pour vous on défend que les femmes C'est un de gros mot gauche, parce que féministe quand ce sont les femmes... C'est un gros mot féministe? Non, pas du tout, mais quand ce sont les femmes comme Marine Le Pen qui sont traitées comme des moins que rien par M. Mélenchon, on trouve ça tout à fait normal. C'est dégueulasse. Robert Ménard qui signe son fascicule avec son épouse Emmanuelle Duverger, qu'on n'entend pas, elle. Faut lui faire un peu de place, hein. Mais ma chère Pascal, C'est une femme, vous c'est une êtes un peu minoritaire, gonflée. mais c'est pas Pourquoi grave. vous l'invitez pas? Allez, une bonne Pourquoi vous journée. l'avez pas invité? Pourquoi vous l'avez pas invité? Et pourquoi vous venez pas à deux? Pourquoi c'est toujours Pourquoi vous vous qui l'avez pas parlez? invité? Parce que vous m'avez invité moi. Bah, vous prenez toute la place. Quel faux cul! Quel faux cul! Ah ouais, là Eh je vais oui, peut-être vous quel attaquer, faux cul. remarquez. Allez, bonne journée. C'est dégueulasse. Ça, regardez la manière dont Pascal Clark a traité mon confrère, comment il s'appelle, il est chez vous Gilbert Collard. Gilbert Collard, pardon, je l'oubliais, a traité Gilbert Collard, et la manière obséquieuse dont Madame Clark, ce matin, je ne sais pas si quelqu'un l'a entendu, a traité Mélenchon. Mais c'était le jour et la nuit. Et pourquoi je me fâche? Mais je me fâche parce que c'est une radio de service public. France Inter, le 7-9. Bonjour Pascal Clark. Bonjour Patrick. Face à vous, Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. À côté, pas face. En face, exactement en face. Le premier tour dans 12 jours, qu'est-ce que ça fait d'être regardé comme une belle fille? Est-ce que vous avez le sentiment, Jean-Luc Mélenchon, d'être à un pic actuellement de votre vie politique? Il y a 10 ans, vous avez arrêté de fumer, vrai? Oui. Alors, il paraît qu'à l'époque, vous écoutiez beaucoup Carla Bruni, quelqu'un m'a dit, c'est vrai? C'est vrai. Vous faites la meilleure campagne, en y repensant. Est-ce que vous étiez obligé d'insulter des journalistes? Insulter, je ne dirais pas ça comme ça. Petite cervelle, pas terrible. Mais ça, c'était... Un étudiant en plus en journalisme. Oui, évidemment. C'est dégueulasse. Combien de promesses de signature pour Marine Le Pen? À l'heure actuelle, on a les pré-promesses, hein, parce que vous savez que les promesses doivent être validées. Oui, on en a 350 et c'est vraiment ça très avance difficile. pas vite, ça fait un moment que vous annoncez ce score-là. Qu'est-ce qui prouve que vous ne bluffez pas? Non mais pourquoi ça avance pas? Pourquoi Mais ça n'avance pas parce que il y a un système qui est mis en place. Bon, on essaye de faire pression sur les maires, de les intimider, en se servant aussi, si vous permettez, je voudrais pouvoir le dire, comment? en se servant aussi, faire pression comment? En se servant aussi de cette manière un peu indirecte qui consiste à brocarder, à faire de l'humour, à traiter Marine Le Pen comme une merde chez Ruquier, à symboliser le Front National par la croix gammée. On n'a pas le droit à la caricature, à l'humour. Tout ça, vous comprenez, ça donne un moyen, un prétexte aux maires à se laisser impressionner. Voilà. Bernard-Henri Lévy lance aujourd'hui une idée par jour pour combattre le FN. Tiens, il est capable d'avoir une idée par jour. Je vais terminer ma phrase. Sur le site La Règle du Jeu, il prend un pari. Marine Le Pen aura ses signatures, mais ne fera pas 20% au premier tour. Que lui répondez-vous? D'abord, je m'excuse de vous avoir interrompu. J'ai l'air de vous chagriner, je suis désolé. Hein. Oui, on se parle, quoi. Faut entendre. Pourquoi j'ai l'air de Non, mais c'est bien d'attendre la fin de la question. Voilà, sinon il n'y a pas de dialogue. Je dis à le monde qui dialogue avec vous. Moi, attendez, vous avez un magnifique cœur sur votre pullover. Allez-y, parce qu'on perd du temps, là. Mais qu'est-ce que c'est cette façon de parler? Enfin, on perd du temps, je prends mon temps. Et puis si je suis pas dans le temps, tant pis pour moi. Hein. C'est dégueulasse. Attends, je prends mon appareil photo. Allez, appareil photo. Pascal Clark, messieurs, dames. On a l'air malin maintenant, on a l'air malin. Est-ce que vous avez le sentiment, Jean-Luc Mélenchon, d'être à un pic actuellement de votre vie politique? Allez, on avance et on parle du monde arabe. Alors, là, j'étais très intéressé par tout ce qui s'est passé en Libye, etc. Vous étiez aux premières loges, mais je vous suis depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir d'ailleurs. Ah, c'est très gentil. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ah, mais... bon, alors c'est partagé, c'est très bien. Très bien. Bon, quand les amabilités et on passe aux questions. C'est pour éviter que les téléspectateurs ne se fassent de mauvaises idées. Ah, mais évidemment. Oui, parce que vous êtes un peu pugnace ce soir, c'est pour ça. Ah, mais la pugnacité, ce n'est pas l'hostilité. Ce n'est pas l'hostilité. Donc, surtout pas l'hostilité personnelle. Donc, nous sommes sur le débat d'idées. Exactement. Donc, je disais donc que j'étais très surpris de vous voir.
vous suis depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir d'ailleurs. Ah, c'est très gentil. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Bon, alors c'est partagé, c'est très bien. Très bien. Je vais pas passer par 4 chemins. J'ai globalement aimé le spectacle. J'ai été profondément choquée par le sketch sur les Roms. C'est vrai? Vraiment. J'ai trouvé que c'était... Ah oui. Ouais. Donc, d'abord, c'est très long. Et c'est... Quand vous dites très long, c'est-à-dire? C'est très long, ça dure, Ça paraît très long, dure en un tout bon cas. quart d'heure, le sketch. Vous allez sur les voir, Roms. non, ça dure 5 minutes. Est-ce que les gens rient? Oui, mais justement, c'est ça le problème. On va en parler. C'est ça le On va en problème. parler. C'est que vous faites rire les gens sur des thèmes qui sont quand même assez inquiétants. Parce qu'en général, quand on fait de l'humour, je ne suis pas humoriste, loin de là, je ne suis pas connue pour ça. En général, en général, on s'attaque aux puissants, ou on s'attaque à soi-même, on se moque de soi-même, on se moque des siens, etc. C'est ce que je fais Et vous le faites. Exactement. C'est assez rare qu'on s'attaque, entre guillemets, aux damnés de la Terre. En plus, vous mélangez Rome, Roumain, c'est un peu la même Alors chose. justement, en fait, grosso modo. je fais une précision pour dire que les Roms et les Roumains, c'est complètement différent. Je fais cette précision-là à chaque fois dans le spectacle. On passe de l'un... Moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça, cette précision, mais bref. Le moment que vous passez sur les Roms, très franchement, je l'ai pris totalement au premier degré. Et pourtant, vous vous moquez des rappeurs, ça me fait rire, vous moquez des jeunes dans les écoles, dans les cités défavorisées, vous vous moquez de vous-même, vous moquez de la France et tout ça. Bon. Mais là, sur les Roms, très franchement, vous faites appel à des pulsions qui sont assez mauvaises. Les gens du voyage qui sont réunis actuellement en Haute-Marne à Sémoutier en appellent à Cécilia ex-Sarkozy en disant le grand-père de Cécilia était un gitan de Moldavie. Le président de la République devrait se souvenir que le nom de jeune fille de son ex-femme c'était Siganer qui ça n'a signifie rien à voir avec Albéniz. Zigane. Le grand-père de Cécilia était un gitan de Moldavie. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ils nous fatiguent les gitans à se plaindre. Je veux dire, il y a un moment ou un autre. Oh bah non, là, il faut les défendre maintenant. Ils quand même. s'appellent les gens du voyage, on leur fait prendre l'avion, ils sont pas contents. Il y a un autre, faut savoir. Non mais Ziganer, c'est pas une compagnie aérienne. Les gens rient en se disant, quand même, faut dire ce qui est. Je veux dire, quand vous sagez les Roms comme des gens infirmes, truqueurs, mendiants, voleurs, oui, mais sauf que je ne vois que ça. Sauf que dans votre sketch, vous nous expliquez que la trouille des temps modernes, c'est le Rome au feu rouge. Et j'ai pas été la seule à être choquée. Hein, ça me fait rire. j'ai pas été la seule à être choquée. C'est vrai, c'est hyper drôle. Petite parenthèse raciste, messieurs, dames. Les Roms sur Paris, j'en peux plus. Eux, faut qu'ils arrêtent. Eux, ils ont passé un cap dans l'innovation du handicap. Eux, ils ont des idées, ils sont en 2060. Super créatifs. Les boîtes de pub se les arrachent. Magnon de la main, magnon de l'épaule, magnon de la tête. Mais comment il a fait ça, celui-là? Mais il marche quand même. Troisième bras rotatif dans le dos. Voix bizarre. Avant les mendiants, tu leur donnais une pièce parce que t'es pitié. Eux, tu leur donnes parce que t'es en panique. Tiens, mais casse-toi. Je vais gerber. Les filières de mendiants estropiés qui sont dans la rue, et qui sont des gens, eux, exploités par des gangs mafieux, ce sont en général plutôt des Roumains que des Roms, justement. Mais les gens qui sont en bout de chaîne sur le trottoir avec des enfants ou qui sont infirmes ou qui vous montrent leurs bras infirmes, c'est pas eux qui bénéficient de l'argent que vous leur donnez. Pas obligé de le mettre devant mon nez. Mais c'était quoi? Montrez-nous le geste là, l'infirme. Vous le faites très bien. Non, mais vous le faites encore mieux parce que vous faites le bruit avec. Oh, mais faut se remettre. Mais non, mais faut se remettre dans un contexte. Là, forcément, vous êtes là, vous avez une chronique à faire et vous dites, ok, ouais, c'est pas gentil, c'est pas ça. Non, je dis pas que c'est pas gentil. Je dis que c'est une digression. Je dis que c'est irresponsable. Moi, j'ai toujours. Thomas Dutronc a changé le titre de sa chanson. Maintenant, ça s'appelle Comme une guitare sans manouche. Vous en faites un sujet de moquerie. Et en général, quand on se moque, on s'attaque à ceux qui ont les moyens de se défendre. C'est quoi le rapport en fait? C'est qui c'était Chéri le clown, c'était un clown et voilà, c'était des gens du voyage. Non, c'était un clown dans sa roulotte, mais on disait pas que c'était un. Ah bah quand on est arrivé parce que les cirques, mais il y avait pas que ça, c'était le cirque, le clown, etc. Dans le cirque,
Le cirque, c'est évidemment itinérant, un cirque. Ouais, mais à ce moment-là, Franck Dubosc est gitan aussi, parce qu'il est dans le camping, si tu veux, sauf parce que t'as une caravane. Là où je rejoins un peu Audrey, ce que vous n'imaginez peut-être pas, Samy, c'est que quand on aborde ce sujet-là, je peux vous jurer, à la radio par exemple, je le vois nous sur Europe 1, l'après-midi, on peut se moquer de tout, et Dieu sait qu'on y va avec les potes autour du micro. Si on aborde ce sujet des Roms ou de la mendicité, je ne vous dis pas le nombre de courriers et d'insultes qu'on peut recevoir. C'est un sujet ultra sensible. Donc je peux comprendre ce qu'Audrey dit, qu'il y a peut-être besoin de prendre quand même une distance et de ne pas rire. Mais Christophe, c'est assez rare qu'on s'attaque entre guillemets aux damnés de la Terre. Le 9 octobre 1967, Che Guevara était exécuté par l'armée bolivienne à l'occasion du 45e anniversaire de sa mort. Jean Cormier, grand reporter, cinéaste et écrivain, publie un nouvel ouvrage sur cette figure emblématique de la révolution cubaine. Bonjour Jean Cormier. Bonjour. On connaît le Che bien évidemment pour son engagement politique, mais on connaît moins l'homme et le médecin qu'il a été. C'est justement le thème de votre livre. Il a commencé par être médecin, d'abord pour essayer de sauver sa grand-mère, et puis aussi pour se soigner lui-même, puisqu'il était asthmatique. Et cette profession l'a accompagné toute sa vie. Elle lui a permis de sauver beaucoup de monde. D'abord, quand il combattait, il soignait ses propres hommes, et ensuite, il allait soigner ceux d'en face. Ce qui prouve déjà son humanisme. Et le vrai humaniste qu'a été le Che, on le voit dans la partie du médecin. Loin des combats, bien sûr. Il est allé chercher des plantes au fin fond de la planète, au Congo aussi, en Amazonie. Il a soigné beaucoup de monde et il est amusant de savoir qu'aujourd'hui, Fidel Castro prolonge son existence en partie grâce à une plante, le moringa, qui a été ramené par le Che en 62. C'est-à-dire que 50 ans plus tard, le Che et Fidel se retrouvent grâce à une plante. Alors dans une précédente biographie du Che, vous aviez rencontré sa fille aînée. Cette fois-ci, pour ce livre, vous avez rencontré ses demi-frères. Quelles révélations vous ont-ils faites? Absolument, il y a une seconde fratrie. Et il y a d'ailleurs un demi-frère qui est à Paris, qui est... Ça, c'est assez surprenant, qui est chercheur à Saclay et qui est une tête aussi énorme, immense que l'était celle de son frère aîné, c'est-à-dire le Che. Et eux racontent des choses en parallèle, puisqu'ils n'ont pas pu connaître leur père, mais ils ont approché des hommes qui ont connu le Che, qui ont monté une ferme médicinale au milieu de Cuba. Merci Jean Cormier. Donc, Merci je rappelle le titre de votre ouvrage, Docteur Che Guevara, 45 ans après, aux éditions du Rocher. 16 janvier 1959, Cuba. Un ancien chef de la police a été condamné à mort par un tribunal révolutionnaire. On lui accorde le temps d'écrire une dernière lettre à son fils et d'écouter les paroles de réconfort d'un prêtre. Puis, debout devant une fosse ouverte, il est passé par les armes. Son exécution a été ordonnée par un homme qui va devenir l'idole de toute une génération. Ce que le monde ne sait pas encore, c'est que cet homme est directement responsable de milliers de morts. Son nom, Che Guevara. Che Guevara, le plus proche collaborateur de Castro, est accueilli en libérateur et en héros conquérant. Mais il suffira de quelques jours pour que se révèle le côté obscur de sa personnalité et que s'instaure un régime autoritaire qui plongera Cuba dans la terreur. Tous ceux que Guevara considère comme des ennemis de la révolution sont impitoyablement fusillés. Lui qui avait décidé un jour de consacrer sa vie à sauver celle des autres, signe désormais les ordres d'exécution au mépris de la justice. 6 ans plus tôt, en juin 1953, Guevara a obtenu son diplôme de médecin à l'université de Buenos Aires. Mais la médecine ne jouera jamais qu'un rôle secondaire dans sa vie. Sa véritable vocation, c'est la révolution mondiale. S'il se soucie avant tout du bien-être de ses hommes, il n'hésite pas à punir sévèrement la moindre incartade. Il fait exécuter tout soldat accusé, voire simplement soupçonné d'être un déserteur, un traître ou un informateur. Souvent, il appuie lui-même sur la détente. Convaincu de la légitimité du terrorisme, il apprend à ses troupes qu'un peuple sans haine ne peut vaincre un ennemi brutal.
Castro, devenu Premier ministre, déclare Guevara citoyen cubain et le nomme commandant de la tristement célèbre prison La Cabaña. Les habitants de la Havane, qui ont accueilli à bras ouverts les vainqueurs, vont découvrir maintenant l'autre visage de leur prétendu libérateur. Guevara instaure un régime de terreur et pourchasse tous les Cubains, des plus hautes personnalités aux simples citoyens, soupçonnés d'avoir soutenu le régime de Batista. La constitution cubaine, encore en vigueur, interdit la peine de mort en temps de paix. Mais Guevara et ses hommes de main n'en ont cure et modifient la législation pénale. Désormais, le moindre prétexte suffira à faire exécuter un homme. En quelques semaines, plus de 500 anciens fonctionnaires, officiers de l'armée régulière et membres de la police secrète de Batista sont accusés de crimes de guerre et passés par les armes. Chaque jour, la sinistre prison La Cabaña résonne de coups de feu meurtriers. Tous les accusés ont le droit à un jugement, mais les procès où il n'est pas rare de voir un avocat de la défense présenter ses excuses ne sont qu'un simulacre de justice. Les magistrats prononcent invariablement des verdicts de culpabilité. Les condamnés à mort sont systématiquement déboutés de leur appel et presque immédiatement passés par les armes. Les exécutions étant souvent confiées à des pelotons inexpérimentés et constitués à la hâte, les fusillés ne meurent pas toujours sur le coup. L'officier responsable se charge de les achever. L'hécatombe se poursuit pendant des mois, jusqu'à 71 personnes étant exécutées en une seule journée. On estime aujourd'hui qu'environ 8000 Cubains ont été fusillés sur décision d'un tribunal militaire et que 9000 autres ont été tués sans avoir même été jugés. C'est Guevara, activement soutenu par Castro, qui organise le carnage. Et il y met tout son zèle. Il assiste souvent au procès et ordonne parfois personnellement l'exécution d'un prisonnier. Son leitmotiv est qu'il est nécessaire de plonger la population dans la terreur et l'incertitude pour s'assurer que personne, et surtout pas les anciens officiers de Batista, ne sabotera la révolution. Mais cette profession l'a accompagné toute sa vie. Elle lui a permis de sauver beaucoup de monde. D'abord, quand il combattait, il soignait ses propres hommes, et ensuite, il allait soigner ceux d'en face. Ce qui prouve déjà son humanisme. Et le vrai humaniste qu'a été le Che, on le voit dans la partie du médecin. Non mais rigolez pas, c'est avec votre pognon. Ben oui, c'est pas avec le leur. Donc on lance une alerte et on a choisi 4 catégories parce que c'était des lois qui existaient. Mais c'est pas de la délation un peu quand même ? Non,
alors nous sommes, c'est très important que vous me disiez ça parce que nous sommes contre la délation. On a dénoncé sur notre site une application qui fait de la délation qui s'appelle Lost People, qui permet d'indiquer des people géographiquement. Je ne sais pas si vous l'avez dénoncé, vous. Mais on en avait parlé, il y a quelque temps, effectivement. Voilà. Et on a dénoncé aussi le site jemevenge.com qui permet, alors là c'est carrément dégueulasse, ça permet d'indiquer des photos ou des vidéos de son ex-petite amie sur laquelle on veut se venger. Donc on publie ça sur un site. Et alors moi je me rappelle que malheureusement à RMC, votre station, on avait fait la promotion. Ah bon? C'était dans l'émission de Brigitte Lay. Et donc ça c'est la vraie délation parce qu'on a la vidéo de la fille et ça c'est pas bien. Alors mais alors là, donc à quoi ça sert? Il y a une autre fracture à gauche qui restera très profonde et qui n'est pas loin d'être réglée, surtout si Mitt Romney est élu président des États-Unis. C'est la fracture entre la gauche totalitaire, plutôt la gauche antitotalitaire, et la gauche qui s'est forgée dans le refus du colonialisme. La gauche totalitaire, plutôt la gauche antitotalitaire. Je suis aisé, quoi. Je gagne très bien ma vie, donc Je suis aisé, c'est un côté 19e siècle. Oui, mais c'est ça. Je suis un aisé. bourge. Je suis un bourge. Oui, de toute façon, j'aime pas qu'on tape sur le côté des bourgeois. On est des bourgeois. Qu'est-ce que ça veut dire? Les cette histoire 75%, c'est pour Et vous, là, ou... ah non, pas tous les ans. Mais il y a une année ou deux où ça peut m'arriver, où ça aurait pu m'arriver. Mais je trouve ça tout à fait normal, moi. Alors donc ça me choque pas du tout. Je trouve ça tout à fait normal. Ce qui me choque, c'est que des gens qui ont qui rentrent beaucoup plus qu'1 million d'euros par an, aller faire un tour ailleurs, ça me plaît pas du tout et je le ferai jamais, moi, en tout cas. Vous avez une vision de la France très particulière, monsieur. Oui, je n'aime pas les raisons qu'on vient. Vous vous intéressez. Pierre Arditi, un mot de ce début parfois malmené par la presse, dans les sondages de François Hollande que vous aviez soutenu. Que je soutiens toujours, d'ailleurs. Oui, je n'aime pas les raisons qu'on vient. Je suis aisé, quoi. Je gagne très bien ma vie. Vous parlez de la Rolex, vous faites 15 pages sur la Rolex pour vous flageller et vous en faites des caisses. Et franchement, vous en faites des caisses pour terminer par nous dire bon, j'ai parlé d'un homme à 50 ans, etc. Par homme, j'entendais naturellement Nicolas Sarkozy. C'est sur lui que portait ma réponse. Et de fait, quel président n'a pas les moyens à mi-vie de s'offrir la montre de son choix? Je pense que si François Hollande est élu président de la République l'année prochaine, il n'aura pas les moyens à 50 ans de s'acheter une Rolex. J'étais dans une émission de télévision. On a attaqué Nicolas Sarkozy. Non, mais c'est pas ça la question. Moi, j'ai réagi. On ne fait pas l'histoire de la Rolex. J'ai réagi avec ma passion. Et j'ai parlé à vous flageller sur la question de la Rolex et en fait vous faites pire que valait mieux ne plus en parler. Mais c'est pas vrai. Mais c'est même pas sur ce point-là que je voulais. Il faut dans sa vie reconnaître ses erreurs et ne plus les recommencer. D'accord. Ok. Mais chacun peut vivre comme il vit et vous pouvez continuer à penser que vous êtes pur au-dessus des autres. Non, je ne pense pas ça. Et je trouve ne commettant jamais d'erreurs et ne les reconnaissant jamais. C'est insupportable. Vous vous rendez compte qu'on est dans un pays où il y a 8 millions de pauvres, où il y a 10 millions de personnes qui sont mal logées, et vous nous expliquez qu'on a peur des délocalisations. C'est pas du c'est vous qui faites du populisme. Si François Hollande est élu, est-ce que vous envisagez de renoncer à un ministère pour laisser votre compagne, Audrey Pulvar, exercer son métier? Bien entendu. D'ailleurs, je voudrais vous dire que je ne me représente pas à l'élection législative et je défends la candidature d'une femme droite et forte, Madame Cécile Intermeyer, dans la circonscription de la Bresse et de la vallée de la Saône. Donc vous ne serez pas ministre? Peu importe, ce n'est pas mon sujet. Je ne suis pas candidat. Et par ailleurs, c'est terminé. Et par ailleurs, j'aime beaucoup, beaucoup ma femme. Si François Hollande est élu, est-ce que vous envisagez de renoncer à un ministère pour laisser votre compagne, Audrey Pulvar, exercer son métier? Bien entendu. J'ai fait un pari d'ailleurs, parce que j'avais mon émission littéraire à la télévision suisse allemande, et j'ai fait un pari qu'avant 2005, la Suisse
serait membre de l'Union européenne. Donc moi je suis persuadé que cette position un peu ringarde de la Suisse de refuser l'intégration européenne va être rapidement surmontée. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Oui. Pauvre conne. Permettez, Daniel, je vous appelle conne. Pauvre conne. Et puis ce soir, le ministre de l'Intérieur a évoqué un risque terroriste en France. Manuel Valls a insisté sur la nécessité de démanteler les réseaux implantés dans les quartiers, notamment. Il y a une menace terroriste en France et vous venez de le dire, l'affaire Mera en a été la démonstration. On a tué en France des juifs, des militaires d'abord, et des juifs et des jeunes juifs, ce qui n'était pas arrivé dans notre pays, je me permets de le rappeler, depuis la dernière guerre mondiale. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, on a assassiné des Français parce qu'ils étaient juifs. À 18h40 ce soir, une bombe très puissante a explosé devant la synagogue de la rue Copernic. 4 morts, 12 blessés. C'est un bilan provisoire. Tout un quartier de Paris, le quartier du Marais, frappé de stupeur et plongé dans la désolation. Rue des Rosiers, en plein quartier juif de Paris. 9 août 1982. Un commando entre dans le restaurant chez Goldenberg. Il jette une grenade et mitraille les clients. C'est un bain de sang. À cette heure-là, en plein déjeuner, le restaurant est bondé. Les tueurs voulaient faire le maximum de victimes. Deuxième titre de ce journal, l'arrestation du gang soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement et à la séquestration du jeune Ilan, qui est mort après avoir été torturé pendant plus de 3 semaines dans un appartement de Bagneux. Le chef de la bande est en fuite. La barbarie et la violence gratuite s'ajoutent à l'attrait de l'argent facile. On a tué en France des juifs, des militaires d'abord, et des juifs et des jeunes juifs, ce qui n'était pas arrivé dans notre pays, je me permets de le rappeler, depuis la dernière guerre mondiale. En direct, on la remercie avec Jean-Luc Mélenchon en direct d'Hénin-Beaumont. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, merci d'être avec nous. Le Front National vous a mis KO au match aller à la présidentielle, KO au match retour à la législative. Allez-vous vous en relever? Pardon? Le terrorisme, j'allais dire, c'est sa matrice. Sa matrice, c'est nous qui l'avons faite. C'est toutes ces idéologies, le bolchevisme, le nazisme, excusez-moi, le socialisme, le nationalisme, etc. Toutes ces inventions sur le même plan là. Mais parce que je le pense. Socialisme, fascisme. Socialisme, nationalisme, ça vous dit rien quand on croise les deux? Voyons voir. C'est bon, quoi. Okay. Non, mais je suis désolé. Le collectivisme, pour moi, a été une des maladies du XXe siècle. Oui, je le pense, et je le dis. Je ne vais pas m'empêcher de le dire parce que vous êtes là. Le terrorisme, c'est une pratique. Les bolcheviks n'étaient pas des terroristes? Non. Ah bon, Le peuple cubain est-il soumis à un régime de dictature, selon vous? Non. Et je pense qu'ils choisissent librement leurs affaires. Comme vous le savez, la volonté démocratique des peuples est toujours... à Cuba. Oui, bien sûr. Cuba, que l'on doit mettre dans son contexte des Caraïbes. Je vous signale que dans les Caraïbes, il n'y a qu'une chose qui marche bien, c'est les départements français d'outre-mer. Tout le reste est dans la pauvreté la plus abjecte. À Cuba, ils ont une des voies choisies de développement. L'an dernier, Yoel était encore journaliste à Cuba, quand il publie par Internet un article sur le trafic des appartements, propriété de l'État. Alors la police s'en prend à sa famille, Yoel doit fuir, il vient d'obtenir le droit d'asile en France. À Cuba, c'est très simple. Tout ce qui n'est pas publié par la presse officielle est interdit. C'est un motif de persécution par la police politique. En mars dernier, le président communiste cubain Fidel Castro fait condamner le poète Raúl Rivero et 80 journalistes indépendants à des peines de 14 à 28 ans de prison. Vous êtes éliminé, Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes au tapis, vous êtes éliminé. Maintenir au deuxième tour. Pardon? Non, mais je dis, vous êtes éliminé du second tour de la législative. Votre objectif était bien d'être élu député sur place. Oui, en effet. Parce que ce qu'Emmanuel Todd, dans le monde qu'il vient de décrire, qui était si intéressant, et où en effet les gaullistes sont des semi-gauchistes par rapport même à une partie de l'extrême gauche d'aujourd'hui, c'était quoi ce monde? C'est celui où le tiers de l'humanité avait échappé au régime capitaliste parce qu'elle était dans un régime socialiste.
Au socialisme, je mets des guillemets. Hein. De Jean-Luc Mélenchon. Juste parce qu'il me semble que je dois le faire, ça me paraît tellement excessif, mais quand même, la gauche n'a rien à voir avec le terrorisme. Mais je vais vous dire, dans l'histoire du mouvement ouvrier, pardon d'employer ces mots qui sont un peu désuets aujourd'hui, vous avez de longues explications. Vous savez, au début du siècle, ça avait été une tentation pour des jeunes gens, notamment en Russie et ailleurs. On disait, bon, on va régler le problème, alors on va tuer le tsar, on va faire je sais pas quoi. Et vous avez de très longs textes des principaux dirigeants de la gauche expliquant pourquoi on n'a rien à voir avec le terrorisme, que l'idée qu'on se fait de la transformation de la société, c'est que tous les gens s'emparent de la cause et non pas quelques-uns. Par conséquent, aussi bien moralement que dans la méthode et comme dans le projet, nous n'avons rien à voir avec le terrorisme et nous le combattons. C'était en 2007, premier régime de semi-liberté pour Jean-Marc Rouillant. Mais il retourne en prison un an après, suite à une interview dans l'Express. Il y déclarait ne pas cracher sur tout ce qu'il avait fait, c'est-à-dire sur l'action de l'organisation d'extrême gauche Action Directe, qui pratiquait la lutte armée dans les années 80. Un groupe coupable de l'assassinat de l'ingénieur général de l'armement René Audran et du PDG de Renault Georges Besse. Pour ces faits, Rouillant avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. L'indignation face à la libération de Cesare Battisti a résonné jusqu'au sein du Parlement européen. Battisti est un assassin, un meurtrier, disent ces pancartes brandies par plusieurs eurodéputés. Il dénonce la décision de la justice brésilienne de libérer l'ex-militant d'extrême gauche, condamné par contumace en Italie pour homicide. À quel point de vue, monsieur? Vous n'êtes pas au second tour, Jean-Luc Mélenchon. Je veux bien qu'on tourne autour du pot. Vous n'êtes pas au second tour de l'élection législative, donc vous avez perdu. Non, on ne tourne pas autour du pot. Mais attendez, mon petit bonhomme. On ne tourne pas autour du pot. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Faites la réponse tout de suite, comme ça, on sera tranquille. C'est certainement pas une démocratie au sens où... Mais c'est pas une dictature. C'est tout à fait évident. Non, c'est pas une dictature. Ça, pour moi, clairement, non. Mais si je me suis retiré, on a le droit d'avoir un avis qui n'est pas le vôtre. Non, mais j'essaye de le préciser. Donc je ne suis pas partisan d'établir en France le régime cubain, je vous rassure tout de suite, si c'est ça votre interrogation. Mais dans le contexte de l'Amérique du Sud, je ne suis pas d'accord pour qualifier Cuba de dictature et je salue la contribution de Cuba socialiste à la lutte des peuples de l'Amérique du Sud pour leur liberté. Quand je dis socialisme, je ne vous ai pas obligatoirement mis là-dedans. Et puis le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des terrorismes d'État. Ce qui se passe en Chine, par exemple, devrait nous faire réfléchir. Donc, je suis désolé, et je voudrais, si c'est possible... Je pense que vous n'y connaissez rien. Vous êtes sans doute meilleur en littérature qu'en géopolitique, vous voyez. C'est vous qui le décidez. Non, mais c'est vous qui proférez ça sur un ton incroyable. Vous donnez la leçon à tout le monde. Ah bon? Vous traitez des gens qui sont morts pour se battre contre les terroristes et les nazis. Mon père est mort aussi, hein, ok. Il a fait la résistance. Alors venez pas me donner des leçons. Je ne donne pas de leçons, je vous demande de ne pas en donner, c'est tout. J'en donne pas, je suis désolé, j'exprime mes opinions. Je dis que le bolchevisme est une idéologie terroriste, et une idéologie terroriste d'État qui a envoyé 100 millions de personnes au goulag. J'ai quand même le droit encore, peut-être dans ce pays, de le dire, à moins qu'effectivement je ne l'ai plus. Et là, dans ce cas-là, il faut me prévenir. Non, les communistes n'ont pas du sang jusqu'au coude. Le seul qu'ils aient, c'est celui de l'envahisseur qu'ils ont repoussé. Écoutez, nous sommes dans une manifestation ici qui est organisée par le Cercle Léon Blum. Et François a dit justement tout à l'heure, Léon Blum, oui, il est le nom de notre cercle, mais il est aussi un homme qui a agi au nom d'un parti. Si moi j'ai adhéré au Parti Socialiste, moi qui suis juif aussi, français, socialiste, c'est en pensant à Léon Blum aussi, celui du Front Populaire, mais aussi celui des souvenirs sur l'affaire Dreyfus. Et il faut s'interroger, que ferait Léon Blum aujourd'hui? Et quelles ont été les causes pour lesquelles il s'est battu? La République, le socialisme, la gauche, et vers la fin de sa vie, c'est vrai, le sionisme. Et le sionisme, pour lui, c'était à la fois la création d'Israël et la paix au Proche-Orient. La paix, c'était très important. Il s'est engagé dans ces affaires-là. Et donc, pour faire respecter Léon Blum, soyons dans tout ça. Et ça suppose effectivement une forme de fraternité. Ça suppose de ne pas jeter toute la gauche avec l'eau du bain. Ça suppose de ne pas oublier non plus une histoire commune entre les socialistes, Israël et les juifs.
qui a pu connaître à tel ou tel moment des difficultés, mais qui a aussi des traditions extrêmement fortes que je voulais rappeler maintenant. Les derniers préparatifs au Venezuela avant l'élection présidentielle de demain. Hugo Chavez est en lice pour un nouveau mandat face à son principal concurrent, Enrique Capriles. Tous les bureaux de vote seront équipés de machines de vote électroniques pour éviter les fraudes. Les forces de l'ordre sont mobilisées pour éviter tout débordement en cas de résultats serrés. Et ce soir, les frontières du pays ont été fermées. Michel Onfray, Hugo Chavez est controversé. C'est quand même une voix qui compte en Amérique latine et au-delà. Quel est votre point de vue sur Hugo Chavez ? D'abord, les machines à voter électroniques pour éviter les problèmes, ça me semble l'inverse. C'est la solution qui a été trouvée. Dans toutes les grandes dictatures qui se cachent, on a aujourd'hui des possibilités de voter de manière électronique. C'est pas compliqué, ça passe directement par le ministère de l'Intérieur, comme ça l'affaire est réglée. Vous avez voté oui, ça donne non. Donc je ne suis pas bien sûr que les machines à voter soient vraiment des grandes garanties. C'est bien ce que je suis en train de vous dire. Je pense que justement Hugo Chavez est en train de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir être réélu. Je suis communiste, à ce qui paraît. Je pense que si on se rend compte que toutes les guerres sont précédées, accompagnées d'une guerre de médias mensonges, c'est-à-dire qu'évidemment avec ce qu'on raconte, on n'a pas de subvention, on n'a pas et on ne veut pas de publicité. On a menti, à votre avis? Écoutez, je pense que chaque guerre est précédée de grands médias mensonges et il faut, je pense, qui dans cette salle peut prétendre savoir tout ce qui se passe maintenant en Libye et avoir les preuves de tout ce qu'on nous a avancé? Votre gouvernement qui protège... Mais c'est aussi le vôtre, en fait. Oui, il est belge, il est belge. Ah, vous êtes belge, pardonnez-moi. Je suis belge, personne n'est parfait. Et si on veut aller au fond des choses... si vous ne coupez pas, je pense que le spectateur aura plus de chances de se faire une idée des deux positions. Il faut quand même se souvenir qu'avec Google maintenant, si je veux voir dans votre jardin la couleur de vos chaussures, je peux. Et les États-Unis ne seraient pas capables de nous montrer les massacres de 6000 personnes qui ont eu lieu. Michel Collomb, vous savez bien que quand vous regardez sur Google dans mon jardin, c'est il y a 6 mois que vous voyez mon jardin. Non, c'est il y a 1 heure. Bon, ça a changé alors. Parce que ça a changé. J'ai regardé récemment mon jardin, c'était il y a 6 mois. Juste un point pour conclure. Médias mensonges, médias mensonges, médias mensonges. De grands médias mensonges, de grands médias mensonges, de grands médias mensonges. Médias mensonges, médias mensonges, médias mensonges. De grands médias mensonges, de grands médias mensonges, de grands médias mensonges. Pourquoi avoir choisi ce Keynes alors? Qui c'était, Monsieur Minck? Mr. Keynes. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a fait une chose extraordinaire que j'ai apprise en fait en lisant ce bouquin. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a fait une chose extraordinaire que j'ai apprise en fait en lisant ce bouquin. Et donc il a joué un rôle important pendant les 2 guerres mondiales? Il a joué un rôle important au moment des 2 guerres mondiales. Après la Première Guerre mondiale, il a compris avant tout le monde qu'on roulait à l'abîme. Et qu'on roulait à l'abîme en mettant à genoux l'Allemagne. Et qu'en mettant à genoux l'Allemagne, on aurait une suite épouvantable. Et il n'a pas deviné le nazisme, mais il a deviné une dérive qu'il considérait comme très très violemment attentatoire aux libertés. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a fait une chose extraordinaire que j'ai apprise en fait en lisant ce bouquin. C'est quand vous pensez que l'Angleterre à genoux, qui ne vivait que de l'aide américaine pour résister à l'Allemagne nazie, eh bien cette Angleterre a résisté aux États-Unis. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a fait une chose extraordinaire que j'ai apprise en fait en lisant ce bouquin. Non, j'ai juste vu en tapant SOS Racisme justement dans Google que Jean-François Derek avait été condamné pour racisme. Alors je voulais vous apporter mon soutien parce que j'imagine que c'est pas de la bonne pub pour vous.
C'est-à-dire, excusez-moi, j'ai pas compris. Vous n'avez pas su Jean-François Derek, qui est un des parrains de votre association? Jean-François Derek? Ouais, il a été condamné pour racisme. Ah, non, je ne savais pas. Ouais. Attendez, je tape SOS. C'est quand on tape juste SOS Racisme? Ouais, moi je suis tombé dessus en tapant SOS Racisme, oui. Dans Google Actualité. Moi j'ai Wikipédia. Non, dans Google Actualité. Ah, attendez, je fais comme vous. Attendez, je vais juste taper Jean-Marie Derek. C'est Jean-François. Hein. Mais Pardon. Mais c'était il y a 2 jours, peut-être ça a changé, parce que Google Actualité, ça change. D'accord. Hop. Pour l'instant, il ne me dit rien. Ah, vous saviez pas? Non, pas du tout. Voilà. Alors, actualité, condamné pour injure raciale. Exactement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit sale nègre. Hein, grandiose. Bon, d'accord. Et qu'est-ce que je dois vous dire? Non, rien. C'était juste pour vous apporter mon soutien, parce que j'imagine que vous n'allez pas le garder maintenant qu'il a dit ça, et que voilà, que ça fait pas une bonne pub. Pour tout vous dire, j'étais pas au courant. Mais c'est sorti quand, ça? Attendez. Le 4 octobre, c'est un peu vieux. Pourquoi je suis pas au courant? Je sais pas, peut-être ils n'ont pas communiqué en interne là-dessus, mais c'est ouais. Non. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Il fallait un personnage d'envergure, une stature pour soutenir le projet de loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse. C'est toujours un drame. Ce sera une femme, toujours Simone Veil. Les débats à l'Assemblée nationale seront d'une rare violence. Elle sera insultée. Un député ira jusqu'à diffuser en pleine séance l'enregistrement des battements de cœur d'un fœtus. Le texte ne sera adopté que parce que les parlementaires francs-maçons, toutes tendances confondues, ont fait bloc. With me, abortion is not a problem of religion. It's a problem of the Constitution. I believe that until and unless someone can establish that the unborn child is not a living human being, then that child is already protected by the Constitution, which guarantees life, liberty, and the pursuit of happiness to all of us. We need to be a pro-life party. We need to say life is precious. And that's what our platform refers to. I have always opposed abortion. Mais pour moi, c'est un principe. La vie est sacrée. Et puis venir me dire que la vie commence à 2 semaines, à 6 semaines, ou bien elle commence je ne sais pas quand, non. Dès le moment où la chaîne ADN elle est complète, il y a un être humain avec tout le programme génétique nécessaire pour devenir une entité non seulement physique mais aussi spirituelle autonome. Donc voilà, et c'est ça un être humain. Ça n'empêche pas, par exemple, quand elle propose qu'on ne rembourse plus l'IVG, je suis en total désaccord avec ça. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Robert Badinter, le père de l'abolition de la peine de mort, salue l'inscription de la loi dans la Constitution. À l'issue du congrès de Versailles, Jacques Chirac obtient ce qu'il veut.
I'm in favor of the death penalty. Well, I believe that the death penalty is appropriate in certain circumstances. There are extraordinarily heinous crimes, terrorism, the harm of children, in which it may be appropriate. Pour les pédophiles, moi, je suis pour la peine de mort. Quand vous avez vu Sarkozy, vous lui avez dit que vous étiez favorable à la peine de mort pour les pédophiles? Ah oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Bah, franchement, étonnamment, il m'a répondu que lui aussi. C'est ce qu'il aurait voulu. D'ailleurs, moi, j'ai été... Il est président, pourquoi il ne le fait pas? Bah, apparemment, même s'il est président, il a quand même les mains liées, parce qu'il n'est pas tout seul à décider. Parce que déjà, quand il était ministre, tout ce qui est des hôpitaux fermés, des castrages, il est d'accord pour ça aussi. Mais à ce qu'il m'a dit, il avait été freiné. Il avait fait ces propositions-là, mais personne ne l'a pris au sérieux, qu'ils n'avaient pas voulu, et que maintenant, mon histoire était un tremplin justement pour leur prouver qu'il avait raison. Et maintenant, j'espère qu'il tiendra parole parce qu'il me l'a promis, et de toute façon, je ferai en sorte qu'il tienne parole. Les Américains tiennent au deuxième amendement de leur constitution qui leur garantit leur droit de porter des armes et notamment des armes à feu. Il est donc peu vraisemblable que la tragédie de Denver entraîne une modification de la loi en la matière. D'ailleurs, ni Barack Obama ni son rival à la présidentielle Mitt Romney n'ont évoqué la question lorsqu'ils ont réagi au drame. Lors de sa visite à Aurora, le président américain a contourné le sujet. J'espère que dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, a-t-il dit, nous allons tous réfléchir sur la façon de lutter contre cette violence insensée qui salit ce pays. Son adversaire, le républicain Mitt Romney, ne cache pas son intention d'attirer les voix des 4,3 millions d'adhérents du National Rifle Association, comme ici, en avril dernier. Il nous faut un président qui défende les droits des chasseurs et de tous ceux qui veulent protéger leur foyer, a-t-il affirmé. Le président Obama ne le fait pas. Moi si. Si, comme Mao Tse-tung le dit, le pouvoir est au bout des fusils, eh bien, je préfère ce pouvoir réparti sur tous les citoyens du pays que de le savoir monopolisé par un petit groupe. Parce qu'évidemment, la prise en otage de ce pouvoir-là permet enfin, d'établir des systèmes autocratiques. Alors que là, le citoyen, qui est le pilier de la défense nationale, c'est un citoyen milicien, hein, c'est pas une armée de professionnels, il défend nos institutions, il défend sa famille, il défend sa patrie, il se défend lui-même. Il est le souverain, parce que c'est lui qui va voter régulièrement et qui détermine aussi son destin à ce niveau-là. C'est normal qu'il y ait un rapport de confiance entre l'État et son souverain et qu'il ait le pouvoir en main à travers ce fusil. Ensuite, il y a effectivement aussi tout le problème des armes individuelles que possèdent les citoyens. Il y a beaucoup d'armes en Suisse, c'est vrai. Il y a passé 2 millions d'armes, 2,5 millions d'armes. Mais il se passe, pour ainsi dire, jamais de problème avec. Le Suisse est quelqu'un de très pacifique, maître de lui-même, c'est géré de manière très intelligente. Les jeunes tireurs sont formés, sont vraiment pris en charge et apprennent à vivre avec cette arme de manière responsable. L'honnête citoyen, qui doit d'ailleurs montrer d'abord sa carte d'identité ou son passeport, s'il veut avoir une arme, qui doit ensuite avoir un certificat de bonne mœurs, et puis qui ne doit pas avoir de casier judiciaire. Donc les conditions sont quand même déjà assez restrictive. Bon, alors, je tiens à dire donc que j'aime bien Mélenchon, qu'on a l'occasion de parler longtemps et qu'en plus, sur le diagnostic, ce livre, sérieusement, ce livre est passionnant, je tiens à le dire.
Alors je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Je vous ai trouvé quasi marxiste dans une analyse. Ça ne me surprend pas du tout. Et surtout à partir de la baisse tendancielle du taux de profit. Vous voyez de quoi je veux parler. À savoir comment le capitalisme se renouvelle régulièrement, que ce soit par l'immigration, par la guerre, par la mondialisation ou même par l'Europe, pour maintenir son taux de profit. Là, je vous ai trouvé extrêmement pertinent. Ah ben, c'est très aimable à vous, mais je suis très souvent marxiste dans mes raisonnements. Je pense que Marx a eu une analyse du capitalisme, c'est lui qui annonce que le capitalisme pousse à la mondialisation, c'est lui qui annonce que le capitalisme détruit les structures traditionnelles. À l'époque, c'est l'aristocratie, l'Église, puis la famille patriarcale, etc., comme on a connu après 68. C'est le capitalisme qui détruit pour imposer le règne du marché. Je suis très sensible aux analyses de Marx. Et ça m'a fait penser à un débat qu'il y avait eu entre Éric Zemmour et Marie-Georges Buffet, et où la France entière a pu se rendre compte que l'un qui était qualifié de droitard par rapport à l'autre de gauchiste, eh ben, Éric Zemmour est bien plus marxiste que ne peut l'être la gauche bobo, que ce soit le PS, la LCR de Besancenot ou le Parti communiste. Éric Zemmour, c'est vous qui allez commencer. On sait que vous n'êtes pas communiste, hein, ce serait une surprise. Non mais je suis sans doute, je la surprendrai par mon marxisme échevelé parfois. Vrai. Mais oui, je suis sans doute plus marxiste qu'elle. Ah bon, expliquez. Je vous explique, c'est que moi je pense comme Marx que les idéologies, les idées, les fonctionnements des gens sociologiques sont déterminés par, avant tout, leurs conditions économiques et leurs conditions sociales. Et j'analyse beaucoup les situations politiques en fonction des conditions sociologiques. Par exemple, pour le référendum, je sentais depuis longtemps que le non allait gagner, en dépit des sondages, tout simplement parce que je pensais que la classe moyenne avait souffert depuis une dizaine d'années et que les gens de la fonction publique allaient basculer vers le non, alors qu'ils avaient sauvé le oui 15 ans plus tôt, en 1992, pour Maastricht. Moi, je suis très marxiste. Mais justement, c'est ça que je pense que le Parti communiste ne l'est plus, lui. Je pense qu'il a troqué sa ligne idéologique pour une espèce de gauchisme comme ça, spontanéiste. Les gauchistes ne se reconnaissent pas beaucoup dans le Parti communiste. Mais justement, mais c'est le Parti communiste qui se reconnaît en eux. C'est le Parti communiste qui se branche sur toutes les luttes. Alors, c'était très intéressant d'ailleurs. Vous avez vu quand vous lui avez demandé 3 mesures, vous avez vu ce qu'elle a choisi. Une pour les femmes battues, une pour les résidents étrangers, elle pense à elle. Et non, je plaisante. Et une pour les jeunes. Non, mais attendez, il n'y a rien pour les ouvriers. Il n'y a rien pour les ouvriers. Il va vraiment marquer les esprits des femmes. Mais il n'y a rien pour les ouvriers surtout. Moi, c'est ça qui m'a marqué. C'est que moi, quand j'étais petit, le Parti communiste. Vous savez, les femmes, elles sont aussi ouvrières. Les travailleurs étrangers, ils sont aussi ouvriers. Ils ont droit aussi à des droits, à être respectés, etc. Vous savez. Oui, chère madame. On va faire un peu de marxisme. Alors, il y a même aujourd'hui, dans certaines entreprises, la plupart des ouvriers sont des hommes et des femmes issus par leurs parents de l'immigration, etc. Toutes les femmes ne sont pas battues. Et ils ont le droit de vote, ils ont le droit de vote, oui. Oui, mais justement, ce que je veux dire par là, vous avez très bien compris. Ce que je veux dire, c'est que le parti de la classe ouvrière, c'était vous, jadis. Quand moi j'étais petit, que le Parti communiste faisait 20%, c'était le parti de la classe ouvrière. Aujourd'hui, le parti de la classe ouvrière, c'est le Front National. Les ouvriers votent, le premier parti qui reçoit les suffrages ouvriers, c'est le Front National. Vous devriez vous poser des questions. Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. Nous posons les problèmes de l'immigration. Ce serait pour utiliser et favoriser le racisme. Nous rechercherions à flatter les plus bas instincts. Nous menons la lutte contre la drogue. Ce serait parce que nous ne voulons pas combattre l'alcoolisme apprécié et répandu dans notre clientèle. Pour la jeunesse, je choisis, moi. Oui, je choisis l'étude. Le sport, la lutte et non la drogue. Alors, comme l'autre jour un dirigeant socialiste, ils crient tous en chœur « pétainisme ». Quelle honte! Quelle honte!
Quelle idée lamentable se font ces gens-là, des travailleurs, bornés, incultes, racistes, alcooliques, brutaux. Voilà, d'après nos détracteurs, qui vont de la droite au Parti socialiste, comment seraient les ouvriers et les ouvrières. De telles attaques ne déshonorent que leurs auteurs, et ils ne méritent que le mépris. Éric Zemmour, c'est vous qui allez commencer. On sait que vous n'êtes pas communiste, hein, ce serait une surprise. Non mais je suis sans doute, je la surprendrai par mon marxisme échevelé parfois. Mais... J'aimerais que vous entendiez ce que je dis. J'aimerais que vous entendiez ce que je vous dis. C'est que ce que je vous dis, c'est l'absolue condamnation de la liberté d'expression. C'est que ce que je vous dis, c'est l'absolue condamnation de la liberté d'expression, mais que je me donne le droit, comme tout intellectuel ou comme tout citoyen, de mesurer la qualité d'un humour. Et je crois et vous faites pas, juste pour préciser, vous faites partie des gens qui pensent que les grandes religions sont des sectes qui ont réussi. Parce que c'est une autre phrase qui a été souvent employée. Non, que vous citez, au milieu du 19e siècle. Oui, enfin, si vous voulez, je vous répondrai oui, à condition de reprendre la définition des sociologues. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une secte? Il oppose Max Weber, pour ne pas le citer, puis ensuite il y aura des sociologues, y compris américains, qui diront, voilà, une secte, c'est à un moment donné une sanctification de quelques-uns, contrairement à l'Église, qui a une prétention, une domination universaliste. Deuxième caractéristique majeure de la secte, c'est qu'elle est dans une discipline des mœurs, avec une communauté locale, contrairement à l'Église, qui est dans un processus plutôt de rationalisation et universaliste. Et puis, la troisième caractéristique de la secte, c'est le charisme du prophète, contrairement à l'Église, nous dit Max Weber, qui est un charisme plutôt de fonction, issu d'une formation enseignée et transmise de génération en génération. Bon, enfin voilà, les caractéristiques principales de la secte en sociologie. Peut-être qu'elle pourrait inspirer, après tout, certaines grilles de lecture, et notamment en termes de politique publique. Ça peut être une possibilité. Et je crois que si nous avançons suffisamment sur les aspects techniques de ce dossier, quand la France prendra la présidence, on pourra peut-être aboutir à un qui, encore une fois, va permettre non seulement de sauver concrètement Ayane, mais aussi des dizaines d'autres d'intellectuels, de penseurs, de réalisateurs qui aujourd'hui en France, chaque fois qu'ils abordent la question de l'islam ou de l'islamisme, sont menacés de mort et ne peuvent pas éternellement dépendre de leur gouvernement, ce qui crée une situation non peu souhaitable. L'ancienne députée néerlandaise d'origine somalienne, Ayane Hirsi Ali, menacée de mort à cause de ses positions sur l'islam, était hier à Paris pour demander l'aide et la protection de la France. À cette occasion, des députés européens et des intellectuels avaient organisé un rassemblement à la Mutualité. Je pense que l'islam et le Coran sont un danger à terme pour la liberté en Hollande. Je me dois donc de mettre en garde les Hollandais et tout le monde. Le film de Geert Wilders, il franchit effectivement une étape différente par rapport au dessin sur Mahomet ou par rapport au film Soumission qu'a réalisé Ayane Hirsi Ali, qui est venu récemment demander protection à Paris et à Bruxelles. C'est que le film de Wilders, en fait, moi, tout le début me pose pas de problème. Je veux dire, il fait que aligner des images de massacres, d'excisions, de meurtres d'homosexuels, de femmes au nom de l'islam. Ces images, malheureusement, c'est pas lui qui les a. Ce sont ceux qui ont commis ces massacres qui me choquent, pas celui qui les montre. Par contre, vers la 10 minutes, dans son film, il y a un changement, il y a un commentaire qui naît, et le commentaire, c'est de lier tout ce qu'on vient de voir à l'augmentation du nombre de musulmans en Europe, et il fait un graphique qui montre que finalement, plus il y aura de musulmans en Europe, l'avenir de l'Europe, ce sera ça. Donc là, on bascule dans une interprétation qui n'est pas du tout de dénoncer ni l'intégrisme, ni même de dénoncer l'islam en tant que religion de façon anticléricale, blasphématoire et comme d'une certaine tradition auquel je peux me reconnaître. On bascule dans la dénonciation de l'islamisation avec un amalgame immigration égale intégrisme. Ça, c'est un amalgame que nous, à Charlie Hebdo, en étant à la fois antiraciste et anti-intégriste, on ne peut pas suivre. Alors maintenant, on ne peut pas suivre, ça ne veut pas dire qu'on demande... Non, bah, c'est pas commode, mais parfois... Now, if you do that, and you also accept the fact that immigration is a matter of choice, no one is forcing anybody to come from countries where Sharia law is the system, to come and establish themselves in countries that have secular laws, man-made laws. Sharia law is a divine law, derived from the Quran. You have secular law. You take an airplane or a boat or a car, you come to this country, you know it's a secular law, and you want to change it. I don't think that there's anything wrong
And it's very reasonable if the authorities here say, make a legal U-turn if you want to live in a Sharia state. If that's what you want to do, you are free to do that. We will allow the religious dimension of your faith. We're not going to allow the social and the political dimension. And you don't only say it, you've got to mean it and enforce it. If you don't do it, you're going to look like the Netherlands. How can it be that a film that's only 10 minutes long, that's not even completed, is already drawing threats of boycotts, perhaps violence, and other reprisals? I think it only proves the point that the member of parliament in the Netherlands called Geert Wilders is trying to prove that the Quran is an intolerant book, and that Islam, as a political ideology, is an intolerant religion, an intolerant ideology. That's what it proves. Après, il y a le parcours du personnage Wilders. C'est pas un personnage très sympathique, loin de là. Il faut vraiment qu'aujourd'hui les gens fassent très attention aux mots qui sont utilisés. Vous voyez, quand il y a des gens qui se réunissent contre l'islamisation, c'est qu'on peut être sûr que ce ne sont pas des laïcs, ce sont des racistes. Et ça n'est pas du tout la même chose de se battre contre l'intégrisme que de se battre contre l'islam et contre l'islamisation. La laïcité, ça n'est pas le racisme, c'est le respect de tous, mais l'exigence aussi d'un espace commun, d'un vivre ensemble qui permet à toutes les religions de coexister dans le respect des lois communes. Après, il y a le parcours du personnage Wilders. C'est pas un personnage très sympathique, loin de là. En France, l'islamophobie ouvre un champ immense pour des carrières. On fait maintenant carrière dans l'islamophobie. On pourrait faire la liste de tous ces gens qui sont nés, qui étaient des gens tout à fait fallot, tout à fait insignifiants, tout à fait sans aucune envergure, et qui, tout d'un coup, grâce à l'islamophobie, eh bien, ont été montés au pinacle. Un exemple, c'est Caroline Forest, bien évidemment, qui serait restée une demi-journaliste obscure si jamais elle n'avait pas eu l'opportunité d'enfourcher ce cheval. L'idée générale des défenseurs du horaire aménagé, pas besoin de nourriture spéciale. Il faut vraiment qu'aujourd'hui les gens fassent très attention aux mots qui sont utilisés. Vous voyez, quand il y a des gens qui se réunissent contre l'islamisation, c'est qu'on peut être sûr que ce ne sont pas des laïcs, ce sont des racistes. La télévision, on peut pas dire la vérité, il y a trop de monde qui regarde. Every tick is 20 years. The new battles for that 20-year period come up in white, then they fade to red to show you the history. So white's what's happening right now, red has happened. Let's see how these 548 battles act out over
Au moment du ramadan, on va frapper chez les gens, vérifier à midi s'ils n'ont pas mis le couvert. Et le soir, on va les réveiller pour leur dire « venez faire la fête avec nous ». Dans mes écoles, principalement constituées d'enfants de confession musulmane, il n'y a pas un seul enfant d'une autre confession qui pourrait sortir un goûter sans que, immédiatement, le goûter ne soit pas piétiné, mis à terre. On va parler maintenant des musulmans de France qui, vous le savez, se sentent stigmatisés par les polémiques de ces dernières semaines, par les confusions qui sont faites entre leur religion et les extrémismes dans le monde. Ils tentent de battre en brèche les a priori. À Lille, aujourd'hui, exceptionnellement, les portes des mosquées étaient ouvertes au public. Le reportage de Corinne Péot et Emmanuel Kinard. C'est une après-midi en forme de réponse aux caricatures, aux films anti-islam par exemple. La mosquée de Lille Sud a ouvert ses portes à tous ceux qui ne sont pas musulmans pour se montrer et leur expliquer qu'il n'y a ici ni secret, ni danger. Je vois les médias parler de l'islam, qu'ils ont une mauvaise image de l'islam. Donc après ils se disent l'islam c'est ça, alors que c'est pas du tout ça en fait. C'est pour ça qu'on les invite dans la mosquée à vraiment voir ce qu'est le vrai islam en fait. Quand on utilise des faits divers, quand on utilise quelque chose de normal entre deux gamins, encore une fois, dans la cour, ils se disputent un pain de chocolat, nous l'avons fait, pas en tant que musulmans, en tant que gamins. Mais quand on utilise ça pour surfer et tirer des conclusions hâtives, là nous disons attention, parce que si jamais il y a un fossé qui se creuse entre les musulmans d'un côté, les citoyens de confession musulmane d'un côté et le reste de la société, ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Parler, se rencontrer, la Ligue islamique du Nord prône l'ouverture et le dialogue. Exposition, visite guidée, thé à la menthe. L'initiative est unique en France. Pour moi, c'était réservé aux musulmans. Je ne pensais pas qu'on pouvait visiter une mosquée. Je ne croyais pas que c'était ouvert aux autres personnes. Les mosquées de Villeneuve-d'Ascq et de Mont-Saint-Barreul, elles aussi ont accueilli tous ceux qui aujourd'hui avaient envie d'en savoir un peu plus sur cette religion musulmane qu'ils connaissent souvent si mal. Les candidats du Front National étaient des étudiants, des chômeurs, ils étaient des mères de famille, des travailleurs, tous ceux à qui vous avez tourné le dos. Ah, c'est pas des énarques, bien sûr, on préfère être entre énarques, entre hauts fonctionnaires, entre apparatchiks à l'UMP. Eh bien tout ça c'est fini. La direction de campagne sera divisée en une direction stratégique que j'ai confiée à Florian Philippot. Florian a 29 ans. Il est haut fonctionnaire, il s'est mis en disponibilité, il est diplômé d'HEC, ancien élève de l'ENA, et il était le président du comité de soutien grandes écoles de Jean-Pierre Chevènement en 2002. Il vient par ailleurs d'être coopté au bureau politique du Front National. On préfère être entre énarques, entre hauts fonctionnaires, entre apparatchiks à l'UMP. Il y a une affaire très grave, là, de blanchiment d'argent. Qu'il y ait une élue municipale potentiellement impliquée verte. Oui, c'est possible, tout à fait possible. En tout cas, ces explications, moi, personnellement, ne me convainquent pas pour l'instant. Mais c'est pas lié à son activité politique. Pour écoutez, c'est sûrement, je vais vous expliquer exactement, je crois que c'est une brebis galeuse, mais en même temps, qu'elle appartienne à Europe Écologie Les Verts, ça ne m'étonne pas. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est un parti qui défend une société, on le sait bien, sans valeur. Vous défendez une société sans valeur, à la fin, il ne vous en reste plus qu'une seule, c'est celle de l'argent. Voilà.
parce que c'est un parti qui défend une société, on le sait bien, sans valeur. Quand j'étais gosse, je rêvais de tout, de pouvoir voir de près la lune, de gambader un peu partout, de voir... Ridan. Ah, mais oui, excusez-moi, Ridan, cet artiste qui, il y a 2 ans, nous a enchanté avec Ulysse, adapté du poème de Du Bellay. Cet artiste qui n'a cessé depuis quelque temps de rencontrer les récompenses sur son chemin, comme parmi tant d'autres une victoire de la musique ou encore 2 disques d'or. Je m'appelle Stéphane Pocrin, j'ai 37 ans, je suis noir, guadeloupéen, français, issu de la banlieue sud. Et je suis un être multiple et je pense que le multiple, c'est le mouvement même de la vie. Bonjour, je m'appelle Yassine Chawad, je suis né il y a 30 ans dans le 19e arrondissement. Je suis un enfant de la place des Fêtes. Si je suis candidat aujourd'hui aux côtés de Roger Madec dans le 19e arrondissement, c'est pour faire entendre la voix de ces quartiers populaires qui ont été si longtemps abandonnés par la droite et qui, grâce à l'action de Bertrand Delanoë depuis 2001, relèvent la tête. C'est en me disant j'ai jamais demandé à t'avoir. C'est avec ces formules trop saoulées, enfin faut croire que mon père a contribué à me lier avec la rue. J'ai eu l'illusion de trouver mieux, j'ai vu. C'est un gamin de 14 ans avec le décalage de l'âge. Je veux entrevoir, c'était comme un miracle. Tout au début, on m'avait dit, voilà, on va faire un livre sur toi, sur le frère de l'ex-garde des Sceaux. Donc de là, ma sœur en fait partie de ma vie. Donc je suis obligé de parler de ma sœur à l'intérieur, comme mes autres frères et sœurs. Et je l'aime, ma sœur, je l'aime. La question ne se pose plus, Cheb Mami sera bien présent à son procès. Après avoir fui la France pendant 2 ans, sous le coup d'un mandat d'arrêt international, il est depuis lundi et son arrestation à sa descente d'avion à Orly détenu à la prison de la Santé. Il serait revenu pour faire face aux accusations. Celle d'une ancienne compagne. En 2005, elle lui annonce qu'elle est enceinte. Puis Camille raconte que droguée, elle est séquestrée dans la villa du chanteur en Algérie pour y subir une tentative d'avortement sauvage. Elle aura tout de même sa petite fille et de retour en France, elle porte plainte. L'ancien chanteur de Noir Désir a collaboré à plusieurs chansons de Folila, le dernier album d'Amadou et Mariam. Une rencontre inattendue, née il y a 2 ans. Je me rappelais pour savoir si ça me disait de participer à cet album et puis de venir au Mali, que ça me ferait du bien. Et ça m'a effectivement fait du bien. Et donc j'en ai retenu que des bonnes choses. On a travaillé ensemble là-bas dans un super esprit. Puis ensuite, on a retravaillé à Paris, etc.
chanson du vent manquera de rien. Il y aura du soleil sur nos fronts et du bonheur plein nos maisons. C'est une nouvelle ère révolutionnaire. Ciao, bella, ciao, 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 esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Perdra de mondialiser l'injustice, s'en asperger de bénéfices, ça les perdra de coucouner le patronat, de bouclieriser l'élite qui t'embauche pas mais qui profite de ces villas. Ibiza, c'est fantastique, un bain de minuit dans le capital, pendant que t'as mal aux ascétiques. Et moi, je suis communiste à ce qui paraît, rien d'héroïque, oui, mais je suis communiste, quoi ça fait pas chic, oula, ça les perdra. Ah, qu'il vienne au moins le temps des cerises avant de claquer sur mon tambourin, avant que j'ai dû boucler mes valises et qu'on m'ait poussé dans le dernier train. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara
Donc vous devenez à l'époque anarcho-maoïste, ou comme on disait Mao Spontex. Vous pensiez que Mao était la solution pour sauver le monde? Non, c'est pas du tout ça. On avait besoin d'une effigie qu'on ne connaissait pas pour contrer le Parti communiste français qui, lui, était pro-soviétique. Alors, comme les Chinois s'engueulaient avec les Soviétiques, bon, on pouvait rester révolutionnaire et discuter très fermement avec la CGT et le Parti communiste. Alors vous dites, c'est quand même le grand regret de ma vie d'adulte, ça. Oui, c'est une honte parce que la révolution chinoise a été une des pires, sinon la pire, du XXe siècle. Enfin, combien de millions de morts pour Mao? C'est entre 50 et 100. Hein. Le sentiment que les gauchistes en général et les maoïstes en particulier n'ont pas démérité, tenez-vous bien, de la démocratie. Si la France aujourd'hui est un petit peu plus vivable que ce qu'elle était dans les années 60, c'est pour une part non négligeable qu'elle le doit aux maoïstes. Alors on va vous dire, mais comment, vous avez été maoïste, alors maintenant, vous êtes directeur de Libération, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes solaire, ce médiatique horrible, enfin, qui a tourné sa veste. Mais pas du tout. Il y a quelque chose de comique dans cette affaire. C'est que le maoïsme est venu à un moment donné en France, je ne parle pas de la révolution culturelle chinoise et de ses drames, en France, être quelque chose qui permettait de se libérer. Voilà. D'abord, ce ne sont que des sondages, c'est-à-dire des photographies, il faut toujours prendre cette précaution, et ces instantanés montrent quand même une baisse d'autant plus frappante que Nicolas Sarkozy était à la recherche d'une dynamique qui devait le mettre 4 à 5 points au-dessus de François Hollande pour espérer déjouer les prévisions sur le deuxième tour. Alors, Alain Badiou, bonjour. Vous êtes philosophe. Vous êtes peu connu du grand public. Il faut dire que vous fuyez plutôt la télévision. Je vous remercie d'ailleurs de l'honneur que vous nous faites, ainsi qu'aux téléspectateurs de Ce Soir ou Jamais, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ce qu'on appelle un maître à penser. C'est quand elle explique comment les Mao poussaient les jeunes à brûler l'école, poussaient contre l'enseignement classique, les lettres, la littérature, la culture, contre les héritiers, contre l'école bourgeoise, etc. Et elle finit son chapitre en disant « Ah ben finalement, on n'a pas trop mal réussi », sous-entendu, on a bien détruit l'école, et ce qu'il en reste aujourd'hui est un ramassis de ruines. Alors vous avez été élevé dans l'idéal sioniste, et pourtant aujourd'hui vous êtes farouchement antisioniste. Je pense que si j'avais été à l'époque en situation de prononcer un jugement, je ne crois pas que j'aurais été favorable à la création de l'État d'Israël. Mais Israël existe, il s'est créé, cet État s'est créé sur une terre où existaient déjà des habitants, une société, c'est avec ça qu'il faut maintenant faire. Première mesure concrète que la Commission va adopter, c'est mettre à nouveau devant les États membres une proposition que nous avions faite il y a quelques années mais qui a été refusée, pour donner des pouvoirs à l'Eurostat, l'Office statistique, de contrôler les comptes nationaux. Un homme s'est fait assassiner sur le pas de ma porte parce qu'il s'était moqué un peu de Mao Tse-tung à la radio, etc., etc. On rencontrait tous les jours des gardes rouges qui avaient échappé à la répression militaire, dont les camarades avaient été exécutés, jetés vivants dans des cages dans la rivière, et ainsi de suite. Bref, on avait sous les yeux l'immensité et l'évidence de cette terreur atroce qu'a représenté le maoïsme pour la Chine. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on voyait? Mais on voyait en Europe des gens comme Madame Matsouki et comme la presse respectable, etc., qui décrivaient un univers de fantaisie n'ayant absolument aucune relation avec ce que nous avions sous les yeux. L'autre point plus fondamental encore, c'est évidemment ce mythe que le maoïsme, c'est au fond, c'est la rupture avec le stalinisme. Voilà, le maoïsme. Bon, ça va à l'encontre de toute l'évidence historique connue de tout le monde. Si vous vous donniez la peine simplement de lire les œuvres de Mao, vous y trouveriez déjà le démenti. Je lis simplement un petit passage dans les œuvres de Mao que vous auriez peut-être pu lire, celui-ci date de 1958. Ce n'est qu'en suivant la voie indiquée par Staline, en acceptant l'aide de Staline, que l'humanité pourra enfin se libérer du malheur. Staline est l'ami fidèle et sûr de la libération du peuple chinois, etc., etc. Les accomplissements de Staline sont considérables.
Ces erreurs sont vénielles. La vie entière de Staline fut la vie d'un grandiose marxiste-léniniste, la vie d'un grandiose révolutionnaire prolétarien. Les écrits de Staline sont d'immortels ouvrages marxistes-léninistes et constituent une contribution définitive au mouvement communiste international. Là, nous sommes au niveau théorique. Maintenant, où en sommes-nous dans la pratique? La pratique maoïste et la pratique stalinienne. Mao, dans le privé, dans ses conversations, si vous référez au vous verrez que Mao, dans le privé, émet certaines réserves à l'égard de Staline. Il trouve que Staline tuait trop de monde. Il tuait à la bonne franquette et d'une façon, au fond, peu efficace. Tandis que Mao, lui, tuait de façon efficace. Entre 50 et 52, en Chine, les meilleurs spécialistes évaluent, à partir d'extrapolations fondées sur des documents du Parti communiste chinois eux-mêmes, le nombre d'exécutions politiques à 5 millions, entre 50 et 52. L'extrême droite ne devient un sujet, cette petite famille intellectuelle, que quand la droite déserte la question démocratique et quand la gauche déserte la question sociale. Il n'y a jamais, jamais, jamais de personnage de juif négatif. Le juif est toujours une victime, un être merveilleux, un virtuose, etc. Dis à maman, viens, je te montrer une copine. Merci, petit connard. Ami. T'es mal, elle a des diamants partout. Oui. Elle se prend vraiment pour un diamant dans sa tête. Dans sa tête, c'est un diamant. Tu marches avec ça? C'est plus marcher sur la terre. Toi, toi, t'es bien, toi. T'es bien. J'ai une lettre à envoyer, je vais acheter un timbre au bureau de tabac du coin, combien coûte-t-il? Eh ben, vous avez une échelle de l'importance du poids du pli, du recommandé, du colis, le fût du canon, ça, Christian Estrosi, pardonnez-moi, hein. L'importance du poids du pli, enfin, bon, 56 centimes d'euros. Il est 9 heures. Hey, salut, tu m'entends ou pas? Je sais qu'on vient pas en arrière et que tu ne reviendras pas non plus. Mais si tu changes d'avis quand même, je te jure que tu ne serais pas déçu. Je suis venu beaucoup à Tours. Mon frère Jacques habitait rue d'Entraigues. Il a été pédiatre à Clocheville. Il a été professeur de santé publique. Il a participé avec le professeur Maupin, entre autres, à la grande aventure de la découverte du vaccin contre l'hépatite B. Vous savez que je suis un homme du livre et il se trouve qu'il y a eu un petit livre sur Spinoza que j'ai beaucoup aimé, dont j'ai parlé quand il est sorti chez Climat, s'appelait Spinoza, le masque de la sagesse, c'était de Patrick Redel. Or, Alain Minck a été condamné pour plagiat, pour avoir largement emprunté 34 extraits au livre de Patrick Redel. Alors écoutez, comme je vous connais, je savais que vous m'en parleriez, parce qu'au fond, depuis que je vous regarde à la télé, vos trucs sont assez connus comme un bon acteur. Et ce que je vais vous dire de manière très simple, c'est que j'aimerais bien, Michel Polac, que vous disiez de votre vie ce que je dis de cette chose. J'ai fait en effet une connerie en ne citant ce livre qu'une fois, alors j'aurais dû le citer de nombreuses fois. Mais on peut me soupçonner suffisamment d'intelligence pour ne pas faire 2 fois la même connerie. Parfois, quand je vous écoute, je ne suis pas sûr que vous fassiez de même. Alors, parce que vous avez... Ça va assez haut quand même en termes de... Vous avez l'art d'escamoter les problèmes. Vous avez... Vous n'avez pas l'habitude qu'on vous réponde. Si, j'écoute, j'aime bien qu'on me réponde. Le seul problème, c'est que... Droit de réponse, hein. C'est que vous écrivez avec des nègres, et qu'un de vos nègres a fait une énorme bourde. Il a cité une recette de confiture de rose qu'aurait écrite Spinoza. Mais c'est en effet, mais c'est tout à fait le livre sur... Je vous ai dit que le livre de Redel était un livre tout à fait remarquable, que j'ai fait une connerie en ne le citant pas et qu'à un moment donné j'ai été abusé. Si vous voulez une autocritique qui soit... Attendez, abusé par... Si vous voulez une autocritique qui soit encore plus soviétique que celle-là, je vous la fais volontiers. Et si vous voulez me faire le vieux truc qui, parce que je vous ai répondu, vous consiste à répéter 3 fois la même chose, allez-y. La confiture de rose, je vous l'ai citée qu'une fois. Attendez. Bon, mais deuxième chose, c'est que j'ai lu la plaidoirie
de Maître Kiechmann, qui vous a défendu, et que on ne vous a pas entendu faire des excuses à Patrick Redel. Mais pardon, écoutez, nous étions dans une procédure judiciaire, je l'ai fait de manière très très normale, et si vous voulez que j'adresse à Patrick Redel des excuses avec l'élégance de Jean Amadou à votre égard, je le fais d'autant plus parce que mon respect, pour Patrick Redel, qui est en effet un type tout à fait éminent, est à mon avis très supérieur à celui que votre acharnement un peu prévisible fait que vous le méritez. Non, mais c'est des phrases. On va s'arrêter là, là-dessus. C'est des phrases. Moi, j'aurais une dernière question. Non, mais c'est inadmissible proposer de faire des excuses à Patrick Redel 2 ans après cette histoire. C'est scandaleux. Vous auriez dû vous excuser beaucoup plus. Oui, mais ne vous énervez pas pour faire le maître d'école tardif. Je trouve ça, mais c'est pas le maître d'école. Je défends le livre écrit par des gens qui sont des auteurs et qui ne sont pas écrits par des nègres et qui sont des livres. Compte tenu de votre œuvre littéraire, arrêtez de faire aussi le professeur à ce point. Je suis un amateur de lecture. J'aime les livres. Moi aussi, j'en ai lu autant que vous. Mais à la main, vous en avez écrit plus que moi, avec vos nègres. C'est pas difficile. Avec vos nègres. Michel, il y a pas ça que je supporte pas, c'est qu'Alice Belaya, c'est qu'elle fasse des livres avec les livres des autres. Elle est condamnée d'ailleurs pour ça. Ça, c'est pas... Oui, alors là, c'est autre chose. Et vous avez très honte, c'est ça? Quoi? Moi, je devrais avoir honte à votre place, parce que vous êtes en train de vraiment, vous vous montrez, mais vraiment, je vous respectais énormément, et vous montrez d'une médiocrité, d'une bassesse. Ah oui. Non, mais là, ça va pas durer. Ça va pas durer. Oui, non, mais je suis désolé. Vous savez, vos grands sentiments, finalement, ce n'est que de l'apparence. Ça sera pas drôle. Ça sera pas drôle. Non, mais si c'est pour vous engueuler comme ça pendant toute la soirée, effectivement. Vous m'avez pas agressé, je sais. Et vous m'avez agressé. Oui, parce et ça suffit. Et ça suffit. Ben voilà, il a raison, ça suffit. Vous savez ce qui vous habite? La haine. La haine dissimulée. C'est Star Wars. Ouais. Star Wars. Non, je vais personne, mais je respecte les écrivains. Mais moi, je ne vous respecte plus à partir de maintenant. Non, mais ça ne me dérange pas. Moi non plus, ça ne me dérange pas venant de vous. Allez, au revoir. Mais au revoir, Michel. Merci. Il est important de dire, et moi comme évêque, que le racisme n'est pas compatible avec l'Évangile. Alors vous prenez cette position précisément au moment de la campagne des cantonales. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous immiscer dans des affaires politiques? Je crois qu'au contraire, c'est l'événement qui commande. Ah, le joli volume que cette guirlande de Julie, coéditée par Lafon et la Bibliothèque nationale, est somptueusement mise en page par Marc Walter. Irène Frein a eu l'heureuse idée de conter l'histoire vraie d'un homme perdu d'amour pour une femme et pour les livres. Vous avez révélé, et je crois que vous avez été le seul à le dire, que Bernard Lavilliers avait plagié 2 titres de son dernier disque, l'un au poète Claude Roy et l'autre, je ne sais plus qui d'ailleurs. Un poète totalement inconnu. D'ailleurs... alors un plagiat de Lavilliers. Lavilliers a pompé 2 titres. Je vois ça, je me dis, il va y avoir des centaines de réactions. Il n'y a pas eu de réaction? Rien. Il y en a une cinquantaine. Non, ça dépend des adresses. Oui. Parce que mon blog a 2 adresses, une adresse hors Figaro et une adresse au Figaro. Sur l'adresse au Figaro, il y a eu pas mal de commentaires, dont certains ont nourri des posts suivants, parce qu'effectivement des gens ont dénoncé en disant tiens, il y a sur tel album de Lavilliers un emploi à Joyce Mansour, un emprunt à Joyce Mansour, etc. etc. Mais on revient à cette chose-là, mais quels que soient les blogs. Il y a des blogs, et même aux États-Unis, même dans la culture anglo-saxonne. Ça a été repris, cette information, dans la presse papier? Dans la presse papier, oui, chez mes amis de Chorus. Qui sont revenus. Mais il y a eu quasiment aucune reprise. Le Parisien en a parlé. Mais le problème, c'est que c'est arrivé en pleine promotion de Lavilliers, qui, encore une fois, est quelqu'un de très aimé du métier. C'est-à-dire que moi-même, j'ai été gêné que ce soit quelqu'un pour qui j'ai de l'affection et humainement et artistiquement. Je veux dire, en plus, les chansons sont bonnes. Ce qui était terrible, c'était que c'est arrivé en pleine promotion, pile à la sortie de l'album, à un moment où les journaux qui publient à ce moment-là les interviews de Lavilliers l'ont interviewé 10 jours avant. J'ai croisé PPDA comme journaliste. Il brûle du feu absolu de la littérature comme un Dostoïevski moderne. C'est-à-dire que quand même,
l'enchère, elle monte. C'est-à-dire qu'il y a un nègre qui est pas cité, pas reconnu, un livre qui est ni fait ni à faire, un pompage sur un auteur mort. Enfin, il y a quand même des moments où on se dit, le type, il est mort dans la misère, je sais pas combien il a gagné pour sa bio, PPDA passe derrière, il remplit le caddie pour repartir en télé. Enfin, quand même, c'est immonde. Il y a des droits d'auteur, il y a des aides à la traduction qui ont dû peut-être être rapportées à l'édition originale. Une dénégation qui fait passer l'édition pour des marchands de saucisses. C'est qu'on a tous l'impression qu'au sommet de la pyramide, qui écrit quoi, on s'en fout. Moi, par exemple, c'est là où ça m'amuse de semaine en semaine. Je suis sollicité en pleine journée pour un gros sujet de France 2. Ils arrivent avec armes et bagages dans l'après-midi. Parce que vous êtes un des nègres pour le 20h. Connu. Parce que vous êtes exprimé, on voudra absolument avoir votre sujet, c'est très pressé, arrêtez tout, on arrive, il y a des boules. Enfin, c'est pas une toute petite équipe, je pense que ça coûte de l'argent. Ils sont très heureux, ils ont bien préparé leur boulot, ils rentrent à la rédaction. Coup de fil, écoutez, on l'a pas passé. Je veux griller personne, mais par la bande, c'est-à-dire par des journalistes de France 2, il a été établi au dernier moment et au plus haut niveau que PPDA, travaillant sur France 5, c'est-à-dire le groupe, France Télévisions, on a considéré qu'on n'avait pas traité l'information. On ne peut pas parler sur France 2 parce que PPDA bosse à France 5 de cette affaire. C'est finalement ces gens qui avaient travaillé, cette équipe, qui a ramené des images, c'est l'explication qu'elle m'a donnée. Le bouquin Pondichéry, vous avez Pondichéry, j'ai copié 6 pages. Ouais. C'est con. Ouais. En plus, tous mes amis écrivains... Ce qui est surtout con, c'est de se faire choper. Oui, mais non, mais c'est ça. Mes potes écrivains m'ont dit, mais Thierry, quand on recopie dans un livre, on change un peu. On change. Mais toi, t'as photocopié, t'es idiot. Voilà. Et je me suis fait serrer, et ça a été humiliant. Voilà, ça c'est vraiment on parle de cicatrices, de blessures, de vie, de la vie, quoi. Ça, pour moi, ça a été terrible parce que je place la littérature au-dessus de tout. Et donc, d'un seul coup, je me faisais gauler pour 6 pages dans un bouquin de 300 et quelques pages. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça fait 10 ans que je m'explique là-dessus. Alors, vous avez entendu, mais vous n'avez peut-être pas compris, le spectateur qui a crié dans la salle, il a crié « c'est faux, c'est plagié pour moitié ». Estelle, vous avez enquêté sur les vraies motivations de ce perturbateur. Alors déjà, ce perturbateur, il s'appelle Jean Robin, c'est un étudiant de 25 ans. En fait, il a simplement été intrigué par cette histoire de plagiat et il a décidé de passer son été à éplucher d'un côté, ligne par ligne, le livre de Thierry Ardisson, et de l'autre, tous les livres qu'il a pu trouver qui parlaient du sujet. Et donc sa découverte, c'est qu'il n'y aurait pas simplement 6 pages de plagié, comme le redit Thierry Ardisson dans son nouveau livre, mais qu'il y en aurait une 60aine minimum.